Que se passerait-il si une intelligence artificielle devenait plus performante, précisément parce qu'on l'autorise, en quelque sorte, à sécher une partie de son propre entraînement? Ouais, c'est vraiment le paradoxe total au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Exactement. Et on va voir que la clé de cette anomalie statistique repose sur un concept qu'on pensait jusqu'ici strictement réservé aux vivants, quoi. Voire même un peu abstrait pour des machines. La curiosité. La curiosité, voilà. Parce que depuis des années, on conçoit des architectures en IA, comme les transformers ou les réseaux convolutifs, en empilant toujours plus de couches, hein. Ouais, en injectant toujours plus de données, c'est ça, dans une logique purement brute. Mais là, la source qu'on analyse aujourd'hui, c'est une étude fascinante publiée en 2026. Elle s'intitule Motivation is Something You Need et rédigée par Medya Chelly et Walid Galoul. Et cette étude, elle propose une rupture radicale en fait. Ils ont littéralement codé un état affectif de motivation dans le processus d'apprentissage de l'IA. Et les résultats bousculent complètement la manière dont on conçoit la rentabilité et l'efficacité de l'apprentissage machine, du machine learning, quoi. Totalement. C'est une approche inédite. Du coup, la mission de notre plongée aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'intégration de cet état émotionnel spécifique permet de créer des IA plus performantes, plus polyvalentes et surtout beaucoup moins coûteuses en énergie. Ce qui est crucial aujourd'hui, oui. Mais avant de plonger dans l'architecture technique, il faut qu'on s'entende sur les termes en fait. Parce que comment est-ce qu'on définit scientifiquement une émotion utile à l'apprentissage concret? On cherche un mécanisme mesurable, là, pas une machine qui a le blues. Non, bien sûr. En fait, la recherche s'appuie sur les cadres des neurosciences affectives, et plus particulièrement sur la classification des 7 systèmes émotionnels primaires qu'on retrouve chez tous les mammifères. Ah oui, les circuits neurologiques de base. C'est ça. On a des circuits dédiés à la rage, à la peur avec le système fear, au désir qu'on appelle lust, au soin avec care, il y a aussi panique pour la détresse, play pour le jeu social et enfin, le système qui est le moteur de cette étude. Le fameux système seeking. Exactement. Le système seeking. L'exploration, la recherche active, quoi. C'est le circuit de la motivation appétitive. Biologiquement, c'est pas juste l'acte de trouver quelque chose. C'est l'état d'anticipation constante. Ah, l'anticipation, ouais. Oui, cette pulsion qui nous pousse à explorer notre environnement en attendant une récompense. Chez l'humain, ce système modifie physiquement la façon dont le cerveau alloue ses ressources. C'est-à-dire comment? Eh bien, l'anticipation d'une découverte inonde nos cerveaux de neuromodulateurs, notamment la dopamine, ce qui déclenche le recrutement de régions cérébrales beaucoup plus vastes. Waouh! Donc, pour faire simple, la curiosité agrandit temporairement la surface cognitive disponible pour résoudre un problème. C'est exactement ça. Bon, décortiquant tout ça. Imaginons un étudiant, un peu affalé sur son bureau, qui lit un manuel de mathématiques particulièrement aride. On a tous connu ça. Grave. Son cerveau tourne en pilote automatique. Il consomme un minimum d'énergie. Il lit les mots, mais l'intégration est super faible. Il est pas dedans, quoi. Voilà. Et soudain, au détour d'un paragraphe, il saisit un concept clé, le fameux déclic. L'étincelle. À cet instant précis, il se redresse, il se penche en avant, sa curiosité est piquée à vif. Et bien là, il vient d'entrer dans ce système seeking. Son cerveau allume des zones qui dormaient quelques secondes plus tôt et il déploie soudainement 100% de sa concentration pour explorer le sujet. Ce qui est fascinant ici, c'est que le contraste avec les autres émotions primaires est ultra frappant quand on regarde l'imagerie cérébrale. Ah bon? C'est différent du stress, par exemple? Ah, totalement. Une émotion négative comme la peur ou le stress intense, ça déclenche une vision tunnel. Ah oui, le mode survie. Voilà. Le cerveau restreint ses ressources à la menace immédiate, ce qui altère la formation de la mémoire à long terme et la compréhension complexe. Donc on retient moins bien quand on a peur. Exactement. À l'inverse, l'état affectif lié au seeking, donc cette émotion positive d'anticipation, elle agit comme un vasodilatateur pour l'apprentissage. Elle prépare le terrain neurologique. Et la nouveauté de cette étude, c'est de transposer ce mécanisme préparatoire affectif à l'IA. Mais bon, c'est là que le mur de la réalité technique se dresse, non? Oui, forcément. Parce qu'un cerveau humain est organique, il baigne dans des fluides chimiques, de la dopamine, qui module les connexions en temps réel. Un serveur informatique, lui, il exécute des matrices mathématiques figées. C'est tout le défi. Alors, si on sait que la curiosité élargit l'activité cérébrale, comment on traduit conceptuellement cette expansion dans des lignes de code informatique? Eh bien, l'architecture de cette motivation artificielle, elle repose sur un cadre à 4 composants dynamiques. On sort complètement de l'idée d'un réseau de neurones statique là. Ok, 4 composants. Lesquels?
D'abord, on a le modèle de base, qui est un réseau plus petit, assez économique en calcul. Ensuite, on a le modèle motivé, qui lui est une version beaucoup plus grande et profonde. Le grand cerveau? C'est ça. Le troisième élément, c'est la condition de motivation. C'est elle qui sert de déclencheur. Et enfin le quatrième, la carte des poids, ou weights map en anglais. D'accord. Essayons de visualiser la mécanique. Donc l'IA s'entraîne sur le petit modèle, de façon routinière. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on quantifie le déclic de l'étudiant? Comment l'algorithme sait qu'il est curieux et qu'il faut déclencher cette condition de motivation? En fait, le signal neurologique de la dopamine est remplacé par un signal mathématique très élégant. Les chercheurs ont défini ça en observant la courbe d'erreur, la perte. La loss. Oui. Si la perte diminue de manière continue pendant un nombre défini de lots consécutifs, on va dire qu'à l'eau, l'IA simule la sensation de récompense. Ah, donc l'algorithme capte qu'il est sur une piste fructueuse. Exactement. Et à ce moment-là, il bascule instantanément sur le grand modèle pour explorer plus profondément. Il se redresse sur sa chaise. Voilà. Il active des millions de paramètres supplémentaires pour décupler sa puissance de frappe. Et quand la motivation retombe? Quand la tâche devient plus dure? Il désactive ses couches additionnelles et retourne au petit modèle économique. Ça me fait penser aux poupées russes, en fait. Le petit cerveau de l'IA, c'est la petite poupée, qui est imbriquée dans le grand cerveau. Quand il est motivé, il emprunte temporairement les couches extérieures de la grande poupée. C'est une bonne image. Sauf que j'ai une grosse objection. Dans une poupée russe, les coques sont séparées. Si le cerveau artificiel ne cesse de gonfler et de rétrécir, d'allumer et d'éteindre des couches, il risque pas de perdre la mémoire, d'avoir une amnésie catastrophique en s'embrouillant avec les paramètres. C'est la question piège, oui. Mais c'est là qu'intervient le quatrième composant, la carte des poids, la weights map. Elle permet au modèle de base de partager en permanence ses mises à jour avec les couches correspondantes du grand modèle. Ah, donc il communique tout le temps. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est comme une entreprise. Le modèle de base, c'est l'équipe centrale permanente. Le grand modèle motivé, c'est cette même équipe, mais à laquelle on ajoute temporairement des consultants externes. Et la carte des poids, ce serait le logiciel de gestion de projets partagés? Exactement. Ça imite la façon dont nos grands réseaux neuronaux englobent les plus petits sans perdre l'information. Le noyau central conserve tout le savoir généré. C'est dingue. Construire un cerveau qui s'étend à la demande, ça semble incroyablement complexe. Mais quels sont les avantages réels sur le terrain face à un entraînement classique statique? Les résultats sont records. Ils ont testé ça sur des architectures évolutives majeures comme ResNet, Vite ou EfficientNet, et sur des bases de données ultra complexes comme ImageNet. Et alors, le verdict? Le modèle de base gagne énormément en efficacité. Sur certains modèles ResNet, c'est jusqu'à 122 fois plus efficace en termes de précision par calcul, les fameux flops, par rapport à un entraînement traditionnel. Attendez, 122 fois. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette méthode génère du coup 2 modèles. Oui, la stratégie, c'est entraîner une fois, déployer 2 fois. C'est le Graal absolu pour les équipes avec des budgets limités. On obtient un petit modèle et un grand modèle hautement performant pour un coût de calcul inférieur à l'entraînement standard du grand. C'est énorme pour le déploiement. Bah oui, imaginez. D'un côté, on peut faire tourner l'IA sur un serveur super puissant dans le cloud avec le grand modèle, et de l'autre, on met le petit modèle sur un smartphone qui a des contraintes matérielles sévères. Tout à fait. Mais l'efficacité matérielle n'a de valeur que si l'intelligence est robuste. C'est pas juste du par cœur. Ah oui, le fameux surapprentissage. Pour prouver ça, ils ont fait du transfer learning, de l'apprentissage par transfert. Ils ont pris ces modèles motivés et les ont testés sur de nouvelles tâches qu'ils n'avaient jamais vues, comme la reconnaissance fine de fleurs ou d'animaux de compagnie. Et ils ont performé? Leurs scores de précision ont augmenté de 4 à 29%. Cela prouve que l'IA motivée crée des représentations mentales sémantiquement plus riches et polyvalentes. Donc elle comprend vraiment les concepts abstraits? Mais en observant les résultats de l'étude de plus près, j'ai vu un truc bizarre. Il y a un phénomène complètement paradoxal avec l'architecture EfficientNet, non? Ah, l'anomalie EfficientNet. Oui, elle défie la logique habituelle de l'IA. Racontez-nous. Tire de ses cours, mais qui décroche la meilleure note face à celui qui n'a rien raté, c'est fou. L'explication, c'est que le système agit comme un mécanisme de régularisation. Comme le drop-out. Exactement. En désactivant les couches supplémentaires pendant les états non motivés, le réseau évite le surapprentissage. Il ne mémorise pas le bruit de faux. D'accord, mais faisons l'avocat du diable. Et si on activait ce grand cerveau de façon totalement aléatoire, juste pour voir, sans suivre la fameuse baisse de la perte? Les chercheurs l'ont fait.
C'est ce qu'on appelle l'étude d'ablation. Et alors? Les performances s'effondrent. Ah ouais. Cela soulève une question importante. Le timing est tout. L'activation au moment précis où la perte baisse permet à l'IA de s'extraire des plateaux et des minima locaux dans le paysage de l'apprentissage. Elle sort du brouillard au bon moment, quoi. C'est ça, la poussant vers des zones plus stables. Ils ont testé d'autres déclencheurs comme la perte de validation ou la pente du gradient, mais la baisse consécutive de l'erreur reste vraiment la plus efficace. Donc l'introduction de l'affectivité ne rend pas seulement l'IA plus humaine dans son inspiration, elle la rend fondamentalement supérieure mathématiquement. Complètement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, cette exploration des sources prouve que les émotions ne sont pas des bagages irrationnels humains, Loin de là. et tellement plus adaptables. C'est une vraie leçon de la biologie à l'ingénierie. Et ça laisse rêveur pour la suite. Je veux dire, si la reproduction artificielle de l'état émotionnel de curiosité a permis un tel bond technologique, qu'adviendrait-il si nous pouvions coder l'état play, le jeu, enfin, Ouf, pour stimuler la créativité dans la résolution de problèmes complexes, par exemple. exactement. Ou même un état contrôlé de fear, la peur, pour rendre une intelligence artificielle ultra réactive face à des cyberattaques inédites. Elle se mettrait en mode survie pour verrouiller le système. C'est vertigineux quand on y pense. La frontière entre la logique froide de la machine et l'affectivité du vivant n'a vraiment jamais été aussi floue. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre analyse pour aujourd'hui. C'était passionnant. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. À la prochaine pour une nouvelle plongée effusive.